Alors la question était les cardiopathies congénitales à ne pas rater. Le mieux c'est de n'en rater aucune, mais il y en a qui sont effectivement plus importantes que d'autres à dépister. Alors il y a plusieurs groupes de malformations à dépister. Les plus importantes sont les urgences chirurgicales néonatales puisque la survie de l'enfant est dépendante d'un geste chirurgical. C'est-à-dire que même un geste médical, Rania nous a dit, on peut perfuser par exemple de la prostine dans une transposition des gros vaisseaux. Autant ça marche très bien dans les anomalies ductodépendantes conotroncales, autant dans la transpo, eh bien, perfuser de la prostine peut quelquefois aggraver la situation d'une transposition des gros vaisseaux. La seule chose qui sauve une transposition des gros vaisseaux qui ne va pas bien, c'est de faire une manœuvre de Rashkind. Et l'idéal, c'est d'avoir un diagnostic anténatal et de faire naître l'enfant dans une maternité où on peut faire ce geste. De la même façon, les retours veineux pulmonaires anormales, lorsqu'ils sont complets, eh bien, sont des anomalies qui, dans un bon nombre de cas, à environ la moitié, eh bien, ne vont survivre que quelques heures et où aucun traitement médical n'est efficace, aucune prise en charge médicale n'est possible et seule la chirurgie d'urgence va sauver l'enfant. Il y a d'autres malformations qui vont être aussi des urgences, mais qui, elles, vont être médico-chirurgicales, c'est-à-dire que l'enfant va avoir besoin d'une intervention chirurgicale, mais il va pouvoir l'attendre grâce à un traitement médical qui est la perfusion de prostaglandine. Ce sont donc les urgences avec cardiopathie ductodépendante. Si le canal artériel se ferme, rien ne va plus, mais on peut le laisser perméable avec les prostines. Donc, on n'a pas besoin là d'être dans un milieu chirurgical pour naître, puisqu'on pourra perfuser l'enfant et le transférer en postnatal. C'est le cas des anomalies conotroncales qu'on vient de voir, c'est-à-dire toutes les anomalies avec toutes les tétralogies de Fallot avec atrésie pulmonaire, la coarctation grave et l'interruption de la crosse, et l'atrésie pulmonaire aussi lorsqu'elle est uniquement valvulaire. Alors, il n'est pas inintéressant de diagnostiquer les anomalies qui, sur le plan cardiaque, ne vont pas poser de problème d'urgence, donc vont survivre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, mais qui sont des portes d'entrée à une anomalie génomique ou syndromique pour discuter de la prise en charge ou non de ces enfants lorsque les anomalies, le pronostic n'est pas au cœur, mais est au reste des problèmes. Ce sont essentiellement les anomalies conotroncales et le canal atrioventriculaire qui sont des anomalies que l'on va réparer chirurgicalement, mais c'est le reste qui va poser problème. Et puis, on va classer aussi là les anomalies difficilement réparables, hypoplasie ventriculaire, ventricule unique, cardiopathie complexe, encore que certaines de ces cardiopathies vivent finalement pas si mal pendant plusieurs années et peuvent bénéficier de chirurgie palliative qui quelquefois fonctionnent pas si mal, mais sont quand même des prises en charge souvent très lourdes. J'en parle, mais en fait, ces anomalies, eh bien, elles sont le plus souvent très faciles à diagnostiquer parce qu'elles altèrent profondément la silhouette cardiaque, quelle que soit la façon dont on la prend, et très souvent la coupe des 4 cavités, avec l'hypoplasie du cœur gauche, ici. Voilà, pas de ventricule gauche visible, une petite oreillette gauche qui se vide dans l'oreillette droite, et puis ici, une cardiopathie complexe avec un seul ventricule, une seule valve auriculo-ventriculaire, pas du tout de septum. Il n'y a pas besoin d'être très fort en échographie pour faire ce diagnostic, pour autant que l'échogénicité soit satisfaisante. Beaucoup plus intéressante sont les urgences néonatales. Rania nous a déjà parlé de la transposition des gros vaisseaux. On a vu tout à l'heure que l'on allait mener l'examen axial du cœur, qui pour moi est la base, le début de tout examen cardiaque fœtal, parce qu'on va croiser successivement la coupe 4 cavités, puis une première valve qui est toujours la première, celle qui sort du ventricule gauche,
La deuxième, celle qui sort derrière le sternum, est toujours la valve du vaisseau qui sort du ventricule droit. Donc lorsqu'on va faire cette succession, ce balayage, eh bien, on doit croiser le ventricule gauche, l'aorte et l'artère pulmonaire. Eh bien, dans la transposition des gros vaisseaux, on va croiser, après la coupe des 4 cavités, on va croiser une première valve qui est en fait la valve du vaisseau qui se bifurque. Et en deuxième position, on va voir la valve qui sort du vaisseau qui sort du ventricule gauche, puisque elle est très antérieure, elle est en dernière position. Eh bien, ce vaisseau sera une aorte, sachant que si l'on se contente des coupes, je vous ai mis ici une coupe des 3 vaisseaux trachés. Certes, on ne voit que 2 vaisseaux, comme l'a dit Rania, mais vous pouvez avoir ça aussi dans un cœur normal. Si vous abordez un cœur par l'hémithorax droit, eh bien, vous allez voir d'abord le canal artériel, puis vous allez voir l'aorte horizontale, alors qu'il n'y a pas de transposition des gros vaisseaux. Donc, si on se contente d'images, eh bien, ici, dire que c'est une transposition des gros vaisseaux, il y a un petit truc quand on sait. Normalement, lorsqu'on a un cœur normal et que l'on ne voit que l'aorte horizontale et la veine cave supérieure et la trachée comme ici, eh bien, l'aorte ne dépasse pas le niveau de la veine cave. Or là, l'aorte venant du ventricule droit qui est en avant, elle est trop longue. Elle devrait, cette aorte, si elle était normale, s'arrêter au niveau de la veine cave. Mais si on ne montre que cette image, eh bien, ce n'est pas évident de dire que c'est une transposition des gros vaisseaux, alors que si on reprend le balayage, voilà, si on reprend les balayages, il est certain que ce vaisseau, le premier, qui est donc celui qui sort du ventricule gauche, est une artère pulmonaire. Je ne peux pas donc arrêter mes vidéos, mais si on s'arrêtait aussi sur cette image de l'artère pulmonaire qui se bifurque, et si l'on considère qu'une image axiale du thorax, où on voit une bifurcation pulmonaire, est une coupe des 3 vaisseaux de You, donc une coupe 3 vaisseaux, eh bien, on verrait, mais malheureusement, je ne peux pas m'arrêter où je voudrais sur cette vidéo, on verrait que lorsqu'on est sur cette coupe où on voit la bifurcation pulmonaire, on n'a pas du tout une coupe des 3 vaisseaux de You. Donc, plusieurs étages sont pathologiques dans la transposition des gros vaisseaux. Voilà, donc on s'attend sur une coupe axiale du thorax au niveau de la bifurcation pulmonaire qui est ici, à voir aligné l'AP à gauche, l'aorte, puis la veine cave. Voilà ici à droite une transposition des gros vaisseaux. Vous allez voir un premier vaisseau et on s'arrête sur la coupe où on voit une bifurcation pulmonaire. Et donc, on devrait avoir l'AP... Zut, c'est moi qui ai fait une bêtise. On devrait avoir AP. À sa droite, l'aorte, elle devrait être ici. Et à sa droite, la veine cave, qui est là. Et vous voyez que l'aorte est en avant. Et il faut savoir reconnaître que c'est ici l'aorte. Quelquefois, on voit très bien sa valve. Quelquefois, on ne la voit pas. Donc, on n'est peut-être pas sur la valve aortique, mais on est au moins sur l'infundibulum du ventricule droit et l'endroit où va sortir l'aorte. Donc, coupe des 3 vaisseaux de You, toujours pathologique dans une transposition des gros vaisseaux. Et puis, la coupe des 3 vaisseaux trachés est également pathologique, avec ici l'AP à gauche, l'aorte au milieu, la veine cave à droite et ces vaisseaux alignés avec, comme je le disais tout à l'heure, l'aorte qui ne dépasse pas le niveau de la veine cave, alors que voici ici une transposition des gros vaisseaux. Et sur cette transpo, voilà l'AP et voilà les 3 vaisseaux. Et vous voyez qu'on peut voir 3 vaisseaux dans une transposition des gros vaisseaux. Tout dépend de la position fétale et de l'abord. Et quand on aborde le cœur par la gauche dans une transposition des gros vaisseaux, on peut tout à fait voir 3 vaisseaux, mais il est tout à fait anormal que l'aorte, qui est au milieu, dépasse le niveau de l'AP et de la veine cave.
Donc là, sur cette seule coupe des 3 vaisseaux, on pourrait faire le diagnostic de transpo, mais c'est bien plus simple de le faire lorsqu'on fait la dynamique et le balayage. Alors sur la coupe de la voie d'éjection gauche, on a dit je vous ai dit que ce qui est intéressant sur cette coupe, c'est essentiellement de vérifier la continuité entre le septum et le vaisseau qui en sort. On parle toujours de continuité septo-aortique. Ici, nous avons une continuité septo-pulmonaire, puisqu'on a une transposition des gros vaisseaux. Et on peut dire qu'il y a une transposition des gros vaisseaux sur cette coupe, parce qu'on voit clairement que le vaisseau qui sort du ventricule gauche est un vaisseau qui se bifurque, c'est bien une AP. Donc, de temps en temps, en faisant la coupe de l'éjection gauche, on va clairement voir qu'il y a une AP qui sort du ventricule gauche. Comme nous l'a dit aussi Rania tout à l'heure, on va de temps en temps, en cherchant cette coupe de l'éjection gauche, donc on pivote un peu la sonde, et d'emblée, on va voir les 2 vaisseaux à la fois. Alors là, c'est encore plus facile, parce qu'il n'y a pas d'autre cardiopathie que la transpo, où on voit les 2 vaisseaux en même temps. Mais si c'était si simple, on ferait toujours le diagnostic de transposition des gros vaisseaux. Et de temps en temps, eh bien, on fait une coupe de l'éjection gauche et on voit une très belle continuité septovasculaire. Je pourrais même dire ici une très belle continuité septo-aortique. Eh bien, c'est une transposition des gros vaisseaux, parce que ce vaisseau, ça n'est pas une artère pulmonaire, c'est une aorte. Ce que l'on voit, c'est le tronc pulmonaire et le canal artériel. On a l'impression que les vaisseaux, du coup, en sortent. Eh bien, pas du tout. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, puisque l'artère pulmonaire d'un cœur normal est juste en avant et que le deuxième vaisseau est toujours en avant, eh bien, à partir du moment où on vous demande de faire une coupe VG-aorte, couplez-la à une coupe VDAP et vous apercevrez alors que le deuxième vaisseau n'est pas une artère pulmonaire, mais était une aorte. On va la repasser. Voilà, on la repasse. Vous avez ici donc le ventricule gauche, vous avez ici le ventricule droit. Si du ventricule droit sortait une artère pulmonaire, on devrait voir un vaisseau qui va directement ici, sans faire de boucle, à l'aorte descendante, à l'isthme. Et là, on va voir au contraire un vaisseau qui fait une boucle et d'ailleurs qui est parallèle à cette artère pulmonaire, sauf que comme on les voit pas en même temps, on ne voit pas qu'ils sont parallèles. Vous voyez, ce deuxième vaisseau n'est pas une AP, c'est une aorte. Bien, ça c'était la première urgence, c'est celle que vous verrez le plus fréquemment dans les urgences néonatales. L'autre urgence néonatale, c'est le retour veineux pulmonaire anormal total, dont seules les formes dont la veine de drainage est bloquée, c'est-à-dire essentiellement les retours veineux infradiaphragmatiques, et la moitié des supracardiaques seront bloqués après la naissance, et les infradiaphragmatiques peuvent se bloquer en 2 ou 3 heures, et l'enfant peut mourir dans les 3 premières heures de vie. Ce qui est important pour nous, cardiologues, c'est qu'une bonne partie de ces enfants atteints de RVPA ont de très grandes chances de guérison complète avec la chirurgie. Alors maintenant qu'on fait plus de diagnostics de RVPA, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait vrai et que certaines formes de RVPA infradiaphragmatiques sont déjà bloquées en anténatal et ont déjà des anomalies pulmonaires en anténatal, ce qu'on appelle des lymphangiectasies pulmonaires, et que lorsqu'il existe des lymphangiectasies pulmonaires déjà en anténatal, eh bien ces enfants vont quand même mourir à la chirurgie. Donc faire un diagnostic de RVPA total, s'il est infradiaphragmatique, nécessite de bien regarder les poumons, ne pas dire aux parents il va guérir avec la chirurgie alors qu'on sait qu'il va mourir quand même malgré la chirurgie parce qu'il a les poumons déjà très malades. Alors, pour bien comprendre pourquoi on fait difficilement le diagnostic de RVPA, eh bien, c'est que les images sont très voisines, en particulier les coupes des 4 cavités. Si on ne les regarde pas de façon... comme on a dit très longtemps, on voit une veine pulmonaire qui arrive dans l'oreillette gauche et on est content. On va mettre de la couleur dedans et on est content. Et c'est comme ça que pendant des années, on a raté des RVPA. Puisque, en fait,
Vous avez derrière l'oreillette gauche, embryologiquement, l'apparition, ça marche aussi là, l'apparition d'une veine pulmonaire commune qui va se développer pour donner la confluence veineuse pulmonaire, et que cette confluence va s'intégrer largement à l'oreillette gauche. Eh bien, on a un RVPA quand la confluence veineuse pulmonaire reste en arrière de l'oreillette gauche et ne s'y intègre pas. Mais vous voyez que les images, finalement, de profil, on a une chance de voir que les veines pulmonaires ne sont pas intégrées. Lorsqu'on va regarder de face, c'est-à-dire en cas de cavité, eh bien, on va voir des veines pulmonaires aux abords de l'oreillette gauche. Alors, il est vrai que les machines, maintenant, nous permettent de voir que les veines ne rentrent pas forcément dans l'oreillette gauche, mais pas toujours, et ça dépend aussi, bien sûr, de l'échogénicité de la patiente. Donc, ce que l'on va chercher, en fait, lorsqu'on fait l'examen de la coupe 4 cavité, c'est pas de dire je vois au moins une veine pulmonaire qui rentre dans l'oreillette gauche, mais je vois la confluence de deux veines. On cherche toujours à voir la confluence de deux veines pulmonaires. Bon, j'y arrive pas. Pourquoi je ne suis pas douée avec ce truc? Voilà. Il faut voir absolument la confluence de deux veines et s'assurer qu'elle est intégrée à l'oreillette gauche. Lorsqu'on va être en cas de cavité stricte, eh bien, on verra les deux veines pulmonaires inférieures. Lorsque l'on est sur la coupe dite des 5 cavités, c'est-à-dire celle où on commence à voir le départ du vaisseau qui sort du ventricule gauche, ici l'aorte, eh bien, on verra les deux veines pulmonaires supérieures. Donc, on va passer éventuellement de l'un à l'autre. Si on ne voit pas bien l'un, on verra plutôt bien l'autre. Et là, on pourra dire, eh bien, il n'y a probablement pas de RVPA. J'ai fait un travail sur maintenant plus de 60 RVPA. Eh bien, dans 90% des cas, il n'y a pas cette confluence veineuse pulmonaire visible. J'ai 2 cas où on a une image qui ressemble à ça, et il y a quand même un RVPA. L'autre façon, alors de temps en temps, c'est évident. Et d'ailleurs, quand on lit les articles de la littérature, on nous dit, eh ben, c'est facile le RVPA, on ne voit pas les veines pulmonaires rentrer dans l'oreillette gauche, et on a ce qu'on appelle le signe de la brindille, derrière le cœur. Alors ça, c'est vrai, j'ai dû le voir 3 fois, ça, le signe de la brindille. Si on le cherche, une fois qu'on sait qu'on a RVPA, si on cherche ça, on va le trouver. Mais on ne l'a qu'exceptionnellement lorsqu'on fait son examen de dépistage. C'est-à-dire que si on ne sait pas si les veines pulmonaires sont en place, bien souvent, ce signe-là, on ne l'a pas. Voilà ici 2 images de coupe de 4 cavités. On a ici une veine pulmonaire qui a l'air de rentrer dans l'oreillette gauche, mais vous voyez qu'on n'a pas une belle image de confluence ouverte dans l'oreillette gauche. C'est un RVPA total. Et on a ici aussi une image de veine pulmonaire. On a presque là, et il fait partie pour moi de ces faux négatifs, on a une oreillette gauche qui paraît carrée. On a presque une confluence, encore qu'on n'a pas vraiment une deuxième veine, la veine gauche, on ne la voit pas vraiment arriver dans cette confluence. Donc méfiez-vous, il faut avoir les deux qui arrivent dans la confluence et qui s'ouvrent largement dans l'oreillette gauche. Ce sont 2 cas de RVPA, on comprend bien qu'on puisse les rater facilement. De temps en temps aussi, eh bien, on prend la confluence veineuse pulmonaire non intégrée pour une partie de l'oreillette. Voilà ici un RVPA dans le sinus coronaire. La confluence est ici. Elle n'est pas intégrée à l'oreillette gauche, mais en fait, on peut très bien dire, ça c'est la confluence intégrée, et ça c'est la valvule de Vieux-Sens, par exemple. Et on se trompe. On va faire le diagnostic facilement si l'échogénicité est bonne. Si l'échogénicité n'est pas bonne, on va passer complètement à côté de ce diagnostic. Donc, on comprend qu'on pourra encore passer à côté des RVPA, mais nous, dans notre région, où je fais cet enseignement donc, de cette façon, puisque je suis passée à côté d'un RVPA en 2009, donc je me suis dit, c'est pas avec une très belle veine pulmonaire couleur qui rentrait dans l'oreillette gauche. J'ai donc cherché la façon de les voir, et depuis qu'on regarde comme ça, on fait à peu près le diagnostic de 50% des RVPA. C'est pas beaucoup, mais avant c'était 0. Donc on a quand même bien progressé avec cette méthode
de diagnostic. Voilà celui que j'avais raté. Vous avez à gauche l'image couleur de la 4 cavités. Et pour moi, il y avait 2 veines pulmonaires qui rentraient dans l'oreillette gauche, en particulier celle-ci. Je ne vois pas comment, sur cette Doppler couleur, on peut dire que les veines pulmonaires ne rentrent pas dans l'oreillette gauche. Et à l'époque, en fait, je ne regardais les veines pulmonaires essentiellement qu'en couleur. Maintenant, quand je regarde cette oreillette gauche avec les veines pulmonaires, je ne passerai plus à côté de ce diagnostic, parce que les veines pulmonaires, elles sont bien au contact de l'oreillette gauche, mais elles n'y rentrent pas. L'oreillette gauche est petite, elle a une forme complètement anormale. Et je n'avais pas vu, lorsque j'ai fait le balayage pour regarder le situs entre l'abdomen et la coupe 4 cavités, je n'ai pas vu, parce que ce n'est pas ce que je regardais, le sinus coronaire qui était dilaté. Donc, on cherche aussi le RVPA en faisant attention à des petites images inhabituelles, comme ici, un sinus coronaire qui est dilaté, dans lequel arrivait ce RVPA. Le RVPA dans le sinus coronaire n'est pas une urgence néonatale. Le débit se fait toujours très bien dans le sinus coronaire qui s'élargit très bien, et donc ce n'était pas très grave, mais quand même, j'avais très honte d'avoir raté ce diagnostic. Alors, l'autre moyen, effectivement, en dehors de la coupe des 4 cavités, ici encore, une confluence veineuse qui est mal visible et pas d'intégration vraiment dans l'oreillette gauche, si ce n'est une image bizarre derrière l'oreillette gauche. Eh bien, quand on passe à la coupe des 3 vaisseaux de You, non, là c'est 3 vaisseaux trachés, eh bien, lorsqu'on passe à la coupe des 3 vaisseaux trachés, on a un 4e vaisseau. Et je vous disais tout à l'heure, un 4e vaisseau, par argument de fréquence, c'est une veine cave supérieure gauche, mais de temps en temps, et c'est rare, hein, le RVPA, c'est une des malformations les plus rares, eh bien, de temps en temps, c'est un RVPA. Alors, comment on peut faire le diagnostic sans demander à l'expert? Parce que, je ne vous ai pas fait la remarque tout à l'heure, mais quand on a un 4e vaisseau qui est une veine cave supérieure gauche, on a une petite veine cave supérieure droite. Et c'est tout à fait logique, puisque les veines caves drainent le sang des 2 bras et de la tête. Si on a 2 veines caves, elles drainent chacune un bras et la moitié de la tête. Il est normal que ce vaisseau, qui draine la moitié de ce qu'il draine habituellement, puisqu'une veine cave supérieure droite, normalement, draine tout, il est normal que la veine cave supérieure droite soit petite. Et en fait, les 2 veines caves sont de même taille. Or, vous voyez qu'ici, on a un 4e vaisseau. Or, on a une veine cave supérieure qui est de taille normale, voire même un peu plus grosse qu'elle ne devrait être. Pourquoi? Parce qu'elle draine tout le sang de la tête et des bras, plus le sang veineux pulmonaire. Donc, quand vous faites un diagnostic de veine cave supérieure gauche, ce que vous allez faire beaucoup plus souvent que de RVPA, regardez la taille de la veine cave supérieure. Si elle est grosse, ce n'est pas une veine cave gauche. Voilà un autre cas avec à gauche, voilà, une coupe 4 cavités. On est un peu gêné par la côte, mais on voit bien, encore une fois, on a l'impression d'une veine pulmonaire peut-être qui rentre dans l'oreillette gauche, mais on n'a pas de belle confluence. Et puis, sur la coupe abdominale, où on doit normalement chercher la position de l'estomac, que vous savez voir mieux que moi, la position de l'estomac à gauche, l'aorte à gauche, la veine cave en avant et à droite, et ce sont les seules choses que l'on doit voir sous forme d'image ronde hypoéchogène sur l'abdomen. Eh bien, toujours dans cette position, en avant et à gauche de la ligne médiane, en avant de l'aorte, à peu près symétrique avec la veine cave inférieure, eh bien, on peut voir ce genre de vaisseau qui est un collecteur d'un RVPA infradiaphragmatique. Il est particulièrement bien visible ici, mais on ne le voit pas toujours. Mais il faut le chercher quand on regarde, quand on fait les coupes du situs. Voilà. Donc, on a vu le diagnostic, ou du moins le dépistage des urgences. Urgence aussi, c'est les cardiopathies ductodépendantes, donc toutes les cardiopathies où le canal artériel est indispensable à la survie, avec l'interruption de la crosse de l'aorte et les coartations sévères
Il est clair que lorsque le canal artériel se ferme dans une interruption de la crosse de l'aorte, eh bien, il n'y a plus de sang dans le territoire abdominal et on va avoir une défaillance viscérale sévère, hémorragie avec un foie qui ne fonctionne plus, les reins, insuffisance rénale, l'intestin, entérocolite, etc., etc. Donc, il est urgent de perfuser des prostaglandines. Un peu moins sévère, mais quand même, à la fermeture précoce d'un canal artériel dans une coarctation, on peut avoir un collapsus précoce par défaillance du ventricule gauche. Donc, il faut faire ce diagnostic. On en a déjà vu des exemples tout à l'heure. Le diagnostic se fait essentiellement sur la symétrie de taille du cœur droit et du cœur gauche. Alors, c'est parfois vrai et sur la coupe des 4 cavités et sur la coupe des vaisseaux. Elle ne tourne pas en boucle, mais vous avez peut-être vu, on va peut-être revenir en arrière. Voilà, la petite aorte et la grosse artère pulmonaire. La coupe des 4 cavités dans une coarctation de l'aorte ou une interruption, dans la mesure où il y a parfois une communication interventriculaire, eh bien, la coupe 4 cavités peut être équilibrée. Et à ce moment-là, voilà ici un dossier qui m'a été envoyé d'Algérie avec une coupe des 4 cavités parfaitement symétrique. Il n'y a pas de petit cœur gauche. Le ventricule gauche est de taille normale. Voilà l'aorte qui est indiscutablement plus petite que l'artère pulmonaire. C'était une coarctation de l'aorte. Donc il n'y a parfois que la petite taille, enfin l'asymétrie de taille des vaisseaux, qui est bien visible en long axe. Et pourquoi je n'ai pas mis d'image ? J'ai eu tort, qu'on va revoir parfaitement en coupe des 3 vaisseaux. Il manque, j'ai oublié une diapo, en coupe des 3 vaisseaux, avec une asymétrie qui est encore plus nette au niveau des 3 vaisseaux, avec un très large canal artériel, une toute petite aorte horizontale, et dans le cas de l'interruption de la crosse, pas d'aorte horizontale du tout. Les atrésies pulmonaires. Alors, il y a 2 types d'atrésies pulmonaires, puisqu'il n'y a pas de sang qui arrive dans l'artère pulmonaire, il n'y a que le canal pour vasculariser l'artère pulmonaire. Ici, dans une tétralogie de Fallot avec atrésie, et à droite, dans une atrésie de la valve pulmonaire sans communication interventriculaire. Les nomenclatures ont changé. Ça ne s'appelle plus abso, mais on continue de l'appeler abso. Tétralogie parce que c'est plus simple, mais ça s'appelle tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire. Et l'apsie, c'est-à-dire l'atrésie à septum fermé, s'appelle maintenant atrésie valvulaire pulmonaire isolée. Bien, le diagnostic, eh bien, il se fait différemment selon que c'est une tétralogie de Fallot, avec ici cette fameuse discontinuité septovasculaire. L'aorte est à cheval, il y a un défaut septal au niveau de la CIV d'éjection. Et sur les coupes des 3 vaisseaux de You et 3 vaisseaux trachés, eh bien, une très grosse aorte, pas d'artère pulmonaire visible ou une très petite artère pulmonaire ou une artère pulmonaire qu'il faut beaucoup chercher pour la voir et que l'on va trouver vascularisée de façon rétrograde en Doppler couleur par le canal artériel. Bon, il n'y a pas besoin en dépistage de faire un diagnostic précis. En dépistage, il est suffisant de dire il y a une CIV d'éjection et il y a une anomalie dans la taille des vaisseaux, au cardiopédiatre de se débrouiller pour faire un diagnostic précis. Quant à l'atrésie valvulaire pulmonaire isolée, eh bien, on a une coupe des 4 cavités avec voilà, un ventricule droit qui est de taille variable. Il est ici de taille quasiment normale, mais extrêmement hypertrophié et adynamique. Il est dans l'autre cas beaucoup plus petit, avec une cavité quasiment virtuelle et une valve tricuspide qui ne s'ouvre plus. Là encore, le diagnostic va être confirmé par le Doppler couleur avec la vascularisation rétrograde du canal artériel. Mais vous voyez que c'est l'analyse de la coupe des 4 cavités qui permet le diagnostic et pas du tout la coupe des 3 vaisseaux, car si on ne met pas la couleur sur sa coupe des 3 vaisseaux, eh bien, elle est tout à fait normale avec une artère pulmonaire de taille normale, qui est même quelquefois plus large que l'aorte, une aorte et une veine cave supérieure.
Alors, les cardiopathies à risque génétique. Dans toutes ces malformations, l'expertise cardiologique va permettre bien sûr de confirmer le diagnostic, mais il est extrêmement important de ne pas oublier de faire l'examen extracardiaque qui va amener bien sûr au cariotype, mais si vous faites un diagnostic de tétralogie de Fallot, vous allez de toute façon faire un cariotype, mais on peut avoir une tétralogie de Fallot avec un très bon pronostic cardiologique, un cariotype normal, et avoir des malformations associées. Les anomalies conotroncales, non seulement ont des anomalies chromosomiques, mais ont aussi des syndromes polymalformatifs. Et tétralogie de Fallot, vous avez tous eu des atrésies de l'œsophage, des imperforations anales, des anomalies des vertèbres. Ce sont des malformations qui sont embêtantes quand même, qui nécessitent de la chirurgie néonatale pour l'œsophage et l'anus, qui vont perturber aussi la chirurgie cardiaque. Donc il faut se préparer à tout ça et c'est important de faire cette expertise. Dans ces malformations en dehors des conotroncales, eh bien, on a aussi le canal atrioventriculaire avec la trisomie 21. Ça a beaucoup moins d'importance qu'avant, puisque maintenant on a d'autres moyens de la dépister, mais ça reste quand même une porte d'entrée à la trisomie 21. Alors les anomalies conotroncales, elles ont plusieurs, il y en a plusieurs, on ne va pas les détailler, on n'a pas le temps, mais elles ont des choses en commun. Dans un bon nombre de cas, une fois sur deux, vous allez trouver, une fois sur deux, vous allez trouver un axe dévié à gauche, une lévocardie trop marquée. Dans un cas sur trois, vous allez trouver une crosse aortique à gauche, à droite, crosse aortique à droite. Et de temps en temps, et là on est quasiment sûr qu'on va avoir une anomalie chromosomique. En tous les cas, on est quasiment sûr, on est certain qu'on va avoir une anomalie conotroncale parce qu'on a à la fois le cœur trop à gauche et l'aorte à droite. Voilà, le point commun de toutes ces anomalies, c'est la présence d'une CIV d'éjection, c'est-à-dire d'une discontinuité septo-aortique. Voilà, ici, une discontinuité septo-aortique nette. On est sûr qu'on va avoir une anomalie conotroncale. On ne sait pas laquelle, mais on est sûr qu'on va avoir une anomalie conotroncale. Et puis, l'autre anomalie constante dans les conotroncales, eh bien, c'est l'anomalie de taille ou de nombre des vaisseaux. Soit on a l'AP plus petite que l'aorte, et on est dans le cadre des tétralogies de Fallot, soit on a l'aorte plus petite ou pas, plus petite que l'AP, et à ce moment-là, on ne va pas trouver d'aorte horizontale, et on est dans l'interruption de Cross, qui est une anomalie conotroncale, contrairement à la coarctation qui n'en est pas une, ou bien alors on va avoir un seul vaisseau, comme ici à droite, un seul vaisseau, pas d'artère pulmonaire, soit c'est une atrésie pulmonaire, abso, soit c'est un tronc artériel commun. De toute façon, on est dans le même spectre de malformation. Deuxième anomalie fréquente dans les anomalies chromosomiques, eh bien, c'est le canal atrioventriculaire. Vous connaissez tous cette image facile à diagnostiquer puisqu'on a tous les éléments du CAV avec la CIV d'admission, c'est-à-dire la communication en coupe des quatre cavités aura des valves auriculo-ventriculaires. Ici, une grande valve auriculo-ventriculaire unique en hamac et la CIA ostium primum. Il y a même ici quasiment pas de cloison interauriculaire. Le diagnostic peut être plus difficile. Voilà, si je vous montre une image arrêtée de la coupe 4 cavités qui est à gauche, eh bien, on pourrait croire que c'est un cœur normal. On a deux oreillettes, on a l'impression qu'il n'y a pas d'ostium primum, on ne voit pas clairement de CIV, on pourrait tiquer sur l'aspect des valves auriculo-ventriculaires qui ne sont pas franchement décalées, mais on sait qu'en coupe latérale, ce n'est pas toujours évident de voir le décalage. Et donc, il suffit de bouger un petit peu. On va quand même essayer de la remettre en vidéo. Voilà. Quand on est en vidéo, on est un petit peu plus inquiet parce que là, on voit l'ostium primum. Je ne sais pas si vous le voyez. On devine l'ostium primum.
Donc on se dit, il se passe quelque chose. Et puis on change un petit peu d'orientation de sonde pour voir la cave-cavité un peu différemment. Et là, ça devient évident qu'il y a un canal atrioventriculaire complet. Donc j'ajouterais à l'examen de la cave-cavité, c'est qu'on ne fait pas une coupe des cave-cavités, on essaie de faire une coupe des cave-cavités dans 2 incidences un petit peu différentes pour mieux voir certaines anomalies qui sont parfois difficiles à diagnostiquer. Alors, ça c'est plus du dépistage parce que cette coupe petit axe du cœur n'est pas dans les recommandations, elle n'est pas très facile à faire. Par contre, un cardiopédiatre qui fait une expertise ne peut pas ne pas faire dans son listing la coupe petit axe sur les valves auriculo-ventriculaires. Hein, méfiez-vous quand vous avez un examen, les cardiopédiatres, un examen qui est finalement un examen de dépistage pour un antécédent ou pour un signe extracardiaque. N'oubliez pas de faire la coupe petit axe avec cet aspect typique du canal atrioventriculaire, de valve auriculo-ventriculaire unique. C'est vraiment la seule coupe qui permet d'éliminer formellement un CAV, alors que la cave-cavité, avec la cave-cavité, on peut passer à côté. Voilà, donc au total, la coupe des cave-cavités de la voie d'éjection droite et de la voie d'éjection gauche permettent le dépistage de quasiment toutes les malformations quand les conditions d'échogénicité sont correctes. Pour moi, le dépistage axial depuis la coupe des cave-cavités jusqu'à la coupe 3 vaisseaux trachés en passant par la coupe de You permet quasiment de faire tous les diagnostics. Alors ma technique d'examen est un tout petit peu différente de celle de Rania, à savoir que je n'inclus pas la voie gauche dans le balayage. Le balayage, je le laisse axial, alors que pour voir la voie gauche, il faut la tourner un peu. Moi, je préfère faire le dépistage axial en passant uniquement par la valve aortique et de faire tranquillement après la voie gauche et la voie droite. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais le dépistage, si on ne tourne pas sa sonde, on peut le faire d'un seul mouvement et plus rapidement et après le regarder tranquillement. Voilà, la coupe petit axe sur les valves AV, elle est indispensable pour moi pour ne pas rater un CAV, mais contrairement aux autres coupes, elle est difficile à maîtriser et ne me paraît pas obligatoire à mettre dans un examen de première intention. Je vous remercie de votre attention.